Web. Bienvenue, bienvenue. Et j'ai des diapos parce que où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Alors, on était à la page 41. Oui, Par 146, pardon. 141. Oui, exactement. 141. Et donc, on va commencer à parler des objets, non? Non, des conditions inattentives, non? Oui, c'est les conditions inattentives, page 146. Très bien. Très bien, 146. Oui, exactement. Et donc, justement, il y avait la définition de la condition inattentive que vous connaissez par cœur. Une condition, une, Oui, mais vas-y, Sabine. excuse-moi, condition qui ne vérifie pas son objet alors qu'elle lui apparaît clairement. Oui, son objet, Apparent. oui, son objet d'engagement même, non? L'objet apparent existe, oui, c'est l'objet d'engagement qu'elle ne vérifie pas. Oui, alors justement, c'est pour ça que j'ai pris les diapos pour les objets. Oui, l'objet n'est pas authentifié. Oui, exactement, l'objet d'engagement n'est pas authentifié, ouais, et donc cet objet, c'est un phénomène spécifiquement caractérisé, ouais, ça vous parle, ça? Oui, ça n'a pas. Oui, c'est un impermanent, bravo. Excellent, et donc c'est pour ça que j'ai pris les diapos sur les objets, parce que justement, après, il parle beaucoup, beaucoup des objets. Ouais, il dit, par exemple, on distingue de façon générale quatre genres d'objets. Ouais. Objet conçu ou déterminé, objet d'engagement, objet apparent, moi je mets apparent plutôt qu'apparaissant, donc c'est juste une question de vocabulaire, et l'objet appréhendé. Les cognitions conceptuelles, donc les consciences conceptuelles qui sont factuellement concordantes, ont les quatre genres. Ok, je ne sais pas si vous avez continué à lire la suite du texte entre-temps, c'est un petit peu velu, donc c'est pour ça que je voulais parler des objets avant qu'on continue dans le texte. Parce que, c'est pas si évident que ça, ouais. Donc, normalement, vous connaissez déjà la définition d'objet? Parce que vous avez déjà Qui fait apparaît à la conscience. qui apparaît Observé par une conscience. oui, exactement, ce qui est connu par l'entendement, connu par une conscience, ouais. OK, et donc objet égale existant. Vous voyez les diapos? Ça s'affiche? Ah, Non, il non. n'y a que objet existant. OK, très bien. Donc objet égale existant. Très bien, égale connaissable aussi, ouais, parce que c'est connu par une conscience, c'est observé par une cognition valide, etc. Ouais. Donc, objet de compréhension, c'est défini comme étant ce qui est réalisé par une cognition valide. Ouais, ok. Donc ça, bien sûr, on l'étudiera plus en profondeur aussi le vendredi soir. Ensuite, vous avez objet. Objet, c'est défini par connu par une conscience, en effet, le Java, ou connu par l'entendement, on pourrait dire, c'est comme vous voulez. Alors, c'est intéressant parce que dans ses classes récentes en Italie, le vénérable Ottokar Voce a dit que c'est connu par une conscience ne suffirait pas parce que, par exemple, une corne de lapin, ce serait connu par une conscience. Mais, mais, ce qu'on voit en général, dans la tradition de Yongzil Purbukchok, si c'est connu, ça ne peut pas être un non-existant. On ne peut pas connaître un non-existant. Ouais, donc c'est pourquoi chez Yongzil Purbukchok, la définition correspond tout à fait. Mais ce que disait Ottokar Rinpoche, ce serait mieux de dire ce qui est réalisé par une conscience. Dans ce cas-là, on est sûr que ça existe. Mais ça, c'est pas très grave. Ok. Très bien. Ensuite, objet de compréhension d'une conscience omnisciente, c'est ce qui est réalisé par une conscience omnisciente, etc., etc. Ouais, donc pour la conception, les différents objets sont beaucoup plus faciles à distinguer. Ouais, pour la conception, elle fonctionne comme un miroir. Ouais, c'est pour ça qu'ici j'ai mis l'image d'un miroir. Ok. Et la perception, elle fonctionne plutôt comme si on regardait les choses à travers une vitre. C'est beaucoup plus direct. Ouais. Déjà, est-ce que ça vous parle? Ouais. Oui, Ok. Très bien. Donc l'objet apparent, qu'est-ce que c'est? L'objet apparent. C'est ce qui dira le premier Dalai Lama. Il est cité dans Recognizing Reality. Il dit c'est ce qui est connu au moyen de la simple apparence de ce phénomène ou par ce phénomène ou ce phénomène qui est connu au moyen de sa simple apparence. C'est ça l'objet apparent. Mais c'est ce qui se manifeste directement à l'esprit. Ouais. Ok. Donc par exemple pour les perceptions directes, vous avez par exemple une plume. Vous regardez une plume et donc cette plume est l'objet apparent de votre perception visuelle. OK. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que l'objet apparent ne renvoie pas que à la plume, il renvoie aussi à son impermanence.
Ouais, c'est ce qu'on verra dans la suite du texte. Il y a l'impermanence de la plume. La plume est une chose produite. Ouais, c'est un produit, etc. C'est une cause, etc. C'est un effet, etc. Ouais. Donc tout ça, ça doit apparaître à la perception visuelle. Ouais, puisque ça fait partie de la nature foncière de la plume que d'être impermanente, une chose produite, etc., etc. Ouais, ça vous parle? Oui, mais Oui, en c'est ça. réalité, ça apparaît pas. En fait, ça doit apparaître, mais ça apparaît pas en réalité. On Alors voit ça que la n'apparaît plume. pas. Bah, en fait, tu vois une plume, mais tu vois pas son côté impermanent. Tu vois pas que c'est produit. Tu vois pas que c'est une cause. Enfin, il faut raisonner pour tout ça. Oui, Mm. alors, en effet, ce qu'il faut voir, c'est que du côté de l'objet, ça apparaît de toute façon parce qu'elle n'a pas le choix, cette plume, que d'être impermanente. Ouais, elle change d'instant en instant, etc. Donc, elle n'a pas le choix que d'apparaître comme ça. Après, est-ce que du côté du sujet, il y a la certification de cette impermanence? Là, c'est D'accord. autre chose, exactement. Ouais, Parce que tout ce qui est produit est impermanent. Alors, oui. Et ouais. inversement, on pourrait dire, non? Oui, impermanent est produit aussi, oui. Exactement. Tout à fait. Ouais. Et comme cette plume est produite, elle est nécessairement impermanente. Ça fait exactement partie de sa nature. Ouais. Oui, mais elle est. Ce qu'il y a, c'est qu'elle elle n'a pas besoin des conditions extérieures. Elle n'a pas besoin de pluie. Elle n'a pas besoin de. Elle a juste besoin de la lumière pour qu'on la voie, c'est tout. Oui, exactement. Donc, on pourrait dire que elle a malgré tout besoin de la pression atmosphérique pour ne pas se désintégrer dans l'espace, etc. Elle a besoin de, elle a besoin de différentes causes et conditions. Elle a besoin de l'air environnant, etc. Parce que si elle était dans l'eau, ce serait pas la même chose, etc., etc. Ouais, donc, en effet, elle est elle-même une cause, elle est un effet, mais il y a quand même des conditions, coopérantes qui font qu'elle maintient son intégrité physique, on pourrait dire, non? Mhm. Ouais, Ouais. et aussi le jeu des forces internes aussi entre les molécules, et cetera, ouais. Très bien, très bien. Donc, elle est impermanente, c'est une chose produite, et cetera. Et donc on pourrait dire que tout ça, cette plume impermanente qui est une chose qui est produite, et cetera, c'est l'objet apparent de la conscience visuelle. Mais est-ce que c'est l'objet d'engagement de la conscience visuelle? C'est là où la question se pose en effet, parce que l'objet d'engagement, c'est l'objet de compréhension, c'est ce que réalise ou ce que comprend la conscience visuelle. Or, est-ce qu'une conscience visuelle pourrait jamais réaliser l'impermanence subtile d'une plume? Elle Ben, pourra un jour si, si on devient un arrière. Mais là, pour le moment, non. mais la Oui, conscience visuelle, elle regarde, c'est tout, hein. oui, elle voit la plume, exactement. Est-ce qu'une conscience visuelle d'un Arya pourrait réaliser l'impermanence subtile de la plume si ce n'est pas un Bouddha? Non, c'est sa conscience mentale, en fait, qui va là. Oui, 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 exactement. d'accord. D'accord. C'est une réalisation yogique qui peut Mhm. réaliser l'impermanence subtile. Et une réalisation yogique, normalement, est considérée comme étant une conscience mentale. Ouais. Bien sûr que pour les Bouddhas, c'est différent parce que les consciences visuelles, auditives, olfactives, etc., des Bouddhas sont omniscientes. Donc là, il y a des questions qui se posent par rapport à ça. Mais pour les non-Bouddhas, les consciences sensorielles ne pourront jamais réaliser l'impermanence subtile des objets qu'ils réalisent. Ouais. Et donc, c'est pourquoi, ici, pour la conscience visuelle, la plume est son objet d'engagement. Mais l'impermanence, la choséité, etc., la production de la plume ne sont pas comprises par cette conscience visuelle. Vous êtes d'accord? Oui. Et donc, c'est pourquoi on ne peut pas les appeler les objets d'engagement de cette conscience visuelle. Ok, donc la plume, c'est son objet d'engagement, c'est ce qu'elle comprend. Ouais, on pourrait dire c'est son objet principal, on pourrait dire, ou son objet du mode d'appréhension. Ouais, c'est une autre façon de décrire objet d'engagement. C'est objet du mode d'appréhension. Ouais, c'est juste les termes qu'on trouve comme ça dans les textes. Et ici, Kedubje donne la définition d'un objet d'engagement d'une condition valide. Ouais, on en avait déjà parlé, ouais. C'est même ce phénomène qui demeure tel qu'il est explicitement déterminé par une cognition valide. Oui, ça veut dire qu'il doit être explicitement déterminé, ça doit être explicitement compris par une cognition valide. Ouais. Et donc, la conscience visuelle au regard de l'impermanence de la plume, est-ce que c'est une cognition valide? Tu peux répéter, pardon? Est-ce que la conscience visuelle qui réalise la plume, est-ce que l'impermanence de la plume est l'objet d'engagement de cette conscience visuelle? Est-ce que cette conscience visuelle est une cognition valide au regard de l'impermanence subtile de la plume? La conscience visuelle peut pas voir l'impermanence. Elle Ça ne peut peut pas pas être la l'objet réaliser. d'engagement. Ouais, elle ne peut pas la réaliser. Oui. L'impermanence lui apparaît, ouais, donc ça, parce que ça fait partie Oui, oui, de d'accord. l'objet.
Mais du côté du sujet, la conscience, elle, ne réalise pas cette impermanence. Si elle ne réalise pas, est-ce qu'elle peut être une cognition valide? Non. Non, exactement. C'est pourquoi on dira que la conscience visuelle est une cognition inattentive au regard de l'impermanence de la fleur, de la plume, ou de la fleur, ou de n'importe quoi d'autre. Ça veut dire que ça apparaît, c'est un impermanent qui apparaît, mais ce n'est pas certifié par cette cognition. Et donc, c'est C'est-à-dire, ça la définition d'une cognition inattentive, non? si, mais alors ça voudrait dire que toutes nos cognitions visuelles ont une partie inattentive, donc, puisque on voit à la fois des choses et en même temps, il y a plein d'autres éléments, son impermanence, tout ce que tu viens de marquer, cause-effet, qui nous apparaissent pas. Donc, il y a Qui nous deux aspects apparaissent, oui, qui nous apparaissent. mais qu'on ne réalise pas. Oui, On réalise pas. c'est exactement comme par exemple, si je vous demande combien de pages vont passer devant vos yeux. On va faire un tour de magie. Attention, 3, 2, 1. Vous êtes prêts? Hop, attention, combien de pages? Alors moi, je le sais. 163 pages sont passées devant vos yeux. Ouais, on peut le Ça va trop refaire. vite, c'est sûr, on peut pas. Ouais, ouais, il y en a plus. Ok. Ça va trop vite. C'est exactement ça. L'impermanence subtile de la plume va trop vite. Et donc, si ça va trop vite, ça ne peut pas être certifié par notre conscience visuelle. Ouais. Ouais. Ok, ben c'est exactement le propos ici, c'est de dire que l'impermanence de la plume, l'impermanence subtile de la plume, pas l'impermanence grossière, hein, l'impermanence subtile de la plume est un phénomène spécifiquement caractérisé, c'est un impermanent. Ouais. Donc ça apparaît clairement à cette conscience visuelle, mais cette conscience visuelle est incapable d'engendrer une certitude au regard de ça. Et donc c'est pourquoi, en effet, toutes nos consciences, on pourrait dire nos consciences d'être ordinaire, sont nécessairement inattentives au regard de l'impermanence subtile. Ouais, si par exemple même quelqu'un qui est clairvoyant et qui voit l'esprit de quelqu'un d'autre, cet esprit de quelqu'un d'autre est nécessairement impermanent au sens subtil, l'impermanence subtile lui apparaît. Et pourtant, ça ne veut pas dire que cette personne, avec sa clairvoyance, réalise l'impermanence subtile de la conscience de l'autre. Ouais. Donc les consciences visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles et mentales sont nécessairement inattentives au regard de l'impermanence subtile de leurs objets. Mhm. Ouais. Mais elles restent des cognitions valides quand elles réalisent les objets eux-mêmes. C'est-à-dire que la conscience visuelle ici est une cognition valide au regard de la plume, pas au regard de l'impermanence de la plume, mais au regard de la plume elle-même. Ouais, ça joue? Oui. Ok, bravo. Donc c'est pourquoi la plume, on peut l'appeler son objet d'engagement ou l'objet déterminé au moyen de l'élimination de la surimposition par une cognition valide. C'est pareil, c'est méthode Payul, c'est une autre définition donnée par Kedubje. Ok, très bien. Donc ici, vous avez la plume et la conscience visuelle. La plume est son objet apparent. Et la plume qui est l'objet apparent et la plume qui est l'objet d'engagement. Si on ne parle que de la plume, à ce moment-là, elles sont équivalentes. Mhm. Ouais, si on circonscrit la plume sans parler de la plume et de son impermanence et du fait qu'elle soit produite, etc., si on parle que de la plume, qui est l'objet apparent, et la plume, qui est l'objet d'engagement, les deux sont équivalentes pour une perception directe. Ouais, ça joue. Oui. Parce que la plume est comprise par la conscience visuelle au moyen de son apparence, non? Elle apparaît directement. Ouais. Mhm. Et donc, c'est à la fois l'objet d'engagement et l'objet apparent de cette conscience visuelle. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ah, Ok, d'accord. très bien. Et donc, en effet, elles sont équivalentes pour une perception directe. Si on spécifie bien la plume qui est l'objet apparent, ouais, parce que si on disait en général l'objet apparent d'une perception directe et l'objet d'engagement d'une perception directe, ce n'est pas nécessairement équivalent. Parce que, comme on l'a dit, il y a l'impermanence de la plume, l'impermanence subtile de la plume qui est aussi l'objet apparent. Or, ça ne peut pas être son objet d'engagement, puisque la conscience visuelle ne peut pas réaliser cette impermanence subtile. Ouais. Donc à chaque fois, il faut spécifier l'objet. Oui, exactement. Si on dit comme c'est marqué là, la plume qui est l'objet apparent et la plume qui est l'objet d'engagement d'une perception directe, à ce moment-là, elles sont équivalentes. Ouais. C'est ça qu'il faut voir. Ensuite, pour la conception, c'est là où il y a une distinction beaucoup plus marquée au regard des objets. Ouais, pour la conception, l'objet apparent, quand vous pensez à une plume, l'objet apparent de votre conscience conceptuelle, est-ce que c'est la plume? Non, c'est une image, un concept. Oui, c'est le concept de la plume, ouais, c'est la généralité de sens de la plume qui sera l'objet apparent, ouais.
Ok, le concept de la plume, le concept, la représentation mentale, la généralité de sens, c'est comme vous voulez l'appeler, c'est pareil. Tant qu'on comprend de quoi il s'agit, tout va très bien. Ouais. Ok, donc l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est nécessairement permanent. Ouais. Ok, donc la conception, pardon, la plume, euh, on pourrait dire le concept de plume ne sera pas l'objet d'engagement de la conscience conceptuelle. Ce sera la plume, parce qu'on pense à une plume. Qu'est-ce qui est compris par notre conscience conceptuelle? C'est la plume elle-même. Vous êtes Oui. d'accord? Oui. Ok, ce n'est pas l'objet apparent qui, lui, est juste le concept. On n'est pas en train de dire, je suis en train de réaliser le concept de la plume. Non, on est en train de dire, je suis en train de réaliser une plume conceptuellement. Ouais. Donc, en effet, la plume est, euh, comment dire, atteinte par la conscience conceptuelle au moyen du reflet conceptuel, comme dans un miroir. Ouais. Et donc là, la plume sera l'objet d'engagement, l'objet principal, l'objet du mode d'appréhension de la conscience conceptuelle. Ou on peut l'appeler, pour une conscience conceptuelle, l'objet conçu. Ouais. Certains l'appellent aussi l'objet déterminé ou l'objet référent, etc. Mais on peut dire objet conçu, xianyul en tibétain. Ouais. Ok. Donc c'est l'objet d'engagement, c'est ce vers quoi s'engage la conscience conceptuelle. Ouais, quand on pense à la plume, la conscience conceptuelle s'engage vers la plume. Ouais, elle ne s'engage pas vers l'image conceptuelle de la plume. Vous êtes d'accord? Ou pas? Ok, C'est difficile à comprendre, je trouve. oui, exactement. Oui, oui. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est que, ok, ce qu'il faut essayer de voir, ok, je vais arrêter les diapos parce que ça ne sert pas à grand-chose. Ok, c'est juste pour la déco. Très bien. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est que si maintenant on essaie de se poser la question, c'est quoi un concept de plume? C'est quoi une généralité de sens de plume? Si je vous demandais c'est quoi une généralité de sens de plume? Ouais. Euh, Quand je pense à plume, j'ai l'image de la plume qui m'apparaît, une image, voilà, Voilà. qui n'est Donc, pas réelle en fait, enfin oui, une image que j'ai construite en fait. oui, exactement. Et donc, quand on parle de cette image-là, cette image de la plume, est-ce que cette image-là devient l'objet d'engagement de notre conscience conceptuelle quand on y pense? Mais elle nous sert de support pour. Si par exemple on faisait une classe uniquement sur le concept, on fait une classe uniquement qui parle du concept. L'intitulé de la classe, ce serait Généralité de sens de plume ou concept de plume, etc. Ce serait notre objet d'engagement, parce qu'on essaie de comprendre ce qu'est le concept de plume. Vous êtes d'accord? C'est ce vers quoi s'engage notre conscience. Donc, oui. on serait en train d'employer, notre conscience conceptuelle serait en train d'employer une image conceptuelle pour avoir accès à l'image générique concept de plume. Donc, dans ce cas-là, ce serait bien notre objet d'engagement. Mais en général, c'est pas ça qu'on fait. En général, on pense à une plume, on pense à une tasse, on pense à nos chaussures, etc. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, notre objet d'engagement, l'objet d'engagement de notre conscience conceptuelle n'est pas une image de godasse, de tasse, etc. Ce sont les objets eux-mêmes. Quand on pense Ce à que une tu, tasse, l'objet d'engagement de notre conscience conceptuelle, c'est la tasse. ce que tu veux dire, c'est que quand on pense à quelque chose, on pense à une généralité, mais que derrière cette généralité, on a un objet bien spécifique. Oui, ça veut dire que on passe par un reflet conceptuel quand on pense, hein, on ne parle ici que de la conscience conceptuelle, hein. Quand on pense à une tasse, la tasse est l'objet compris par notre conscience conceptuelle. Mais l'objet apparent de notre conscience conceptuelle, ce n'est nécessairement pas la tasse, c'est le reflet conceptuel de la tasse, c'est l'image de la tasse. Oui, non, mais ça, je comprends bien, mais Oui, parce qu'elle est impermanente. Alors, on peut pas. C'est le reflet, en fait. C'est pas l'image, toute l'image, c'est ça? C'est que, en fait, euh, essayez de penser à votre tasse préférée. Non, mais le Enfin, reflet, c'est en fait comme si on se regardait dans un miroir. oui, c'est le même principe. C'est Voilà. le, c'est le même principe, sauf que le reflet, bien sûr, dans le miroir, lui, il est impermanent. Ouais. Et Mhm. donc, et c'est une forme, etc. Ouais. Donc, c'est un exemple qui est très parlant, mais qui a quand même ses limites. Malgré tout, quand on pense à notre tasse préférée, essayez de penser à quelqu'un ou à quelque chose maintenant, ou à visualiser l'image du Bouddha, etc. Dans ce cas-là, c'est un reflet conceptuel.
Ouais, c'est l'image du concept que vous, c'est l'image conceptuelle que vous avez à l'esprit qui se manifeste directement à votre conscience conceptuelle. Ouais. Ouais. Par contre, le référent de ce concept, ce n'est nécessairement pas un concept. Ouais. C'est la tasse, c'est le Bouddha, etc., etc. Ouais. Si le référent de notre conscience conceptuelle était un concept, ce serait comme si on faisait une conférence sur le concept lui-même. On penserait au concept. Dans ce cas-là, oui, le concept en général serait notre objet d'engagement. Mais notre conscience conceptuelle ne fait pas ça en général. Notre conscience conceptuelle ne se pose pas la question, c'est quoi une conscience conceptuelle ou c'est quoi un concept? Notre conscience conceptuelle essaye d'envisager, bah, c'est quoi une tasse, comment je fais pour aller à la boulangerie, etc., etc. Ouais. Mhm. Et donc, ça veut dire que le reflet conceptuel qui se manifeste à notre conscience conceptuelle, c'est juste, en effet, le reflet de l'objet lui-même, mais n'est pas l'objet lui-même. Mhm. OK. Ah, Donc, d'accord. l'objet lui-même, on pourra l'appeler l'objet du mode d'appréhension de la conscience conceptuelle, l'objet d'engagement de notre conscience conceptuelle, ou alors l'objet conçu. Ouais. C'est ce à quoi on pense. Ouais, ça vous parle? Oui, oui. OK. Donc, c'est juste différents termes, parce que dans les textes sur l'épistémologie, les grands maîtres emploient différents termes. Donc, ici, dans les manuels, comme ici, eh ben, ils essaient de réunir ces différents termes, mais tout en expliquant qu'en effet, ce sont des synonymes, des équivalents. Ouais. OK. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en général, objet apparent et objet appréhendé, les deux sont équivalents. D'accord. Ouais. Objet apparent et objet appréhendé sont équivalents. Après, objet d'engagement et objets de compréhension sont équivalents. Ouais, c'est ce que comprend notre conscience. Ce n'est pas simplement ce qui lui apparaît, mais c'est ce que comprend notre conscience. Et on l'appelle aussi l'objet d'engagement, l'objet du mode d'appréhension. C'est encore plus barbare, mais c'est comment est-ce que notre conscience va saisir l'objet lui-même? Quelle est sa façon d'appréhender l'objet lui-même? Ouais, c'est un petit peu trop L'objet compliqué, d'engagement, peut-être. tu as dit, est égal à l'objet des compréhensions? Je comprends pas. Oui, exactement. Parce que c'est ce vers quoi s'engage notre conscience. Ouais, par exemple, là, je suis en train de penser à ma tasse, parce que j'ai oublié de me faire du café avant la. Donc, je suis obsédé par ma tasse. Donc là, je pense à ma tasse. Ouais, il y a toujours la tisane d'hier soir dedans. Ok, donc je pense à ma tasse. Ok. La tasse est ce vers quoi s'engage ma conscience. Ouais. D'accord. Ok. Mais la tasse n'est pas l'objet apparent de ma conscience conceptuelle. L'objet apparent de ma conscience conceptuelle, c'est l'image conceptuelle de la tasse. Vous êtes d'accord? C'est le concept de la tasse. C'est Mhm. ça qui se manifeste directement dans mon esprit. Vous êtes d'accord? Ok. Donc, au moyen de ce reflet conceptuel, ma conscience conceptuelle se dirige vers la tasse et donc elle s'engage vers la tasse. Donc, la tasse est l'objet d'engagement. C'est pas le concept, l'objet d'engagement. C'est la tasse elle-même. Ouais. Et la tasse reste l'objet qui est compris par ma conscience. Et donc, c'est pourquoi on l'appelle aussi objet de compréhension. Ouais, D'accord. ou pas. Moyen, moyen. Mm. Ok. Je vais essayer de voir si dans mes diapos, il n'y a pas des trucs plus parlants. Si c'est des Que vieilles. tu veux dire, attends, Mm. je vais voir, je vais essayer de reformuler. Tu penses à quelque chose, donc il y a un concept qui t'apparaît, Ouais, d'accord? Ce concept, en fait, ce que tu vas comprendre, c'est pas le concept, mais c'est vraiment l'objet auquel tu penses. exactement. C'est tout à fait ça. Oui, ouais, c'est tout à fait ça. Même si les mots sont barbares, les mots, on n'a pas l'habitude de les envisager, etc. Mais en réalité, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais, en parlant simple, quand vous pensez à la plume, le concept de plume est l'objet apparent de votre conscience conceptuelle, mais l'objet d'engagement ou l'objet conçu, c'est la plume elle-même, c'est ce à quoi vous pensez. Oui. Mhm. Ouais. En réalité, c'est assez simple, c'est juste qu'il faut se familiariser avec ce vocabulaire qui n'est pas si évident parce qu'on le rencontre assez peu, ce vocabulaire. Mais une fois qu'on est familiarisé avec ça, ça va tout seul, ouais. Ok. Oui, c'est objet apparaissant et objet appréhendé. C'est voilà. Oui, là, ces deux sont équivalents, ouais.
Voilà. Mhm. Ouais, moi, je les appelle objets apparents et objets appréhendés, mais dans le texte, ils disent apparaissant, c'est pas très grave. Ouais. Donc ici, l'objet apparent, c'est la généralité de sens de la plume, quand on Mhm. pense à la plume, ouais, ou le concept de plume. Alors que l'objet d'engagement, ce vers quoi s'engage notre conscience, c'est la plume elle-même. Ouais, c'est ça que ça veut dire, tout simplement, en fait. Ok, donc après, il y avait l'histoire du mouton dans Le Petit Prince, mais ça, c'est pas très grave. Laissez tomber. Très bien. Très bien, donc on va essayer de reprendre le bouquin pour voir si c'est plus clair ou pas maintenant. Accrochez-vous à vos fauteuils. Très bien. Donc pourquoi est-ce qu'il parle d'objet d'engagement? Parce que l'objet d'engagement d'une cognition inattentive, c'est quoi? Inattentive, c'est qu'il n'atteint pas. En fait, la pensée, elle, en fait, il y a l'objet, et puis que si on pense à ce moment-là, il y a quand même un boom. S'il y a un boom, ben on va aller voir d'où vient ce bruit, et puis l'objet en lui-même, il ne sera pas authentifié. On ne va pas faire Oui. attention. Enfin, j'explique comme ça, c'est peut-être pas les bons termes que j'emploie. Oui, c'est pas grave. Enfin, c'est pas Mhm. authentifié. L'objet n'est pas authentifié. Oui. Il Ah, apparaît, ouais. mais il n'est pas authentifié. Oui, on pourrait dire peut-être ça. Euh, En effet, dans ce cas-là, si par exemple on disait que par exemple, oui, on essaye de lire le livre et qu'on entend un gros bruit soudainement, ce gros bruit va attirer notre attention et donc on pourrait malgré tout continuer de lire visuellement le livre, mais on va rien comprendre, on va rien enregistrer de ce qu'on va lire parce notre conscience mentale va se diriger vers le bruit. Ouais. Mhm. Ouais. C'est Ouais. le même principe. Ouais, c'est Oui. le même principe. Donc ici, juste ma question c'était en fait, c'est quoi l'objet d'engagement d'une cognition inattentive? Ça ne peut pas être. Imper- Ouais, c'est un impermanent. Ouais, c'est nécessairement un impermanent. Ouais. Et donc, c'est pourquoi on ne peut pas parler ici d'une cognition fausse. C'est pas l'apparence claire d'un non-existant. C'est la claire apparence d'un impermanent. Ouais. Et donc, l'impermanent ici, c'est l'objet d'engagement. C'est ce vers quoi s'oriente notre conscience. Mais le problème, c'est que ce serait dans ce cas-là difficile de l'appeler objet de compréhension puisque notre conscience ne le comprend pas. Mhm. C'est là où on peut débattre facilement. Ouais, si on dit que l'objet d'engagement d'une perception directe et son objet de compréhension sont équivalents, ça voudrait dire que la conscience inattentive comprend nécessairement son objet. Or, ce n'est pas le cas. Mhm. Il lui apparaît, elle s'engage vers lui, mais il manque quelque chose, il manque une attention. Ouais, on n'est pas attentif ou il manque une familiarisation, etc. Et donc forcément, notre conscience ne va pas le réaliser tel qu'elle est. On pourrait dire que d'une certaine manière, on sait que quelque chose s'est passé. Ouais, par exemple, quand vous êtes absorbé sur une lecture qui vous intéresse ou sur un film, etc., et que vous avez des gens qui parlent autour. Vous pouvez très bien dire par la suite, bah si, j'ai entendu des gens parler autour. Ouais. Mhm. Donc, ça veut dire que votre conscience inattentive a quand même compris un minimum de choses. Elle a compris que il y avait du son autour de vous. Par contre, vous n'étiez pas impliqué dans la discussion. Donc, vous ne pourriez pas dire ce qu'il disait. Ouais. Vous pourriez parler. On pourra pas l'expliquer, effectivement. Exactement. Ouais. Donc, ça veut dire que malgré tout, la discussion autour de vous, elle est quand même comprise d'une certaine manière parce que vous pouvez dire, bah si, j'ai entendu des gens parler. Mais Ouais. vous ne pouvez pas dire ce dont ils parlaient. Ouais, par exemple, vous êtes dans la rue et vous discutez avec vos amis, etc. Vous voyez des maisons quand vous vous baladez. Vous savez que vous avez vu des maisons, vous savez que vous étiez en ville, etc. Mais vous ne pouvez pas dire combien de maisons, est-ce qu'elles avaient des volets verts, bleus, rouges, combien de fenêtres elles avaient, etc. Ça, c'est impossible à dire. Mhm. Ouais. Donc, malgré tout, les maisons restent l'objet de compréhension parce que c'est l'objet d'engagement. Mais votre conscience inattentive n'a pas la capacité de certifier parfaitement ces objets. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Oui, Ok. parce qu'on ne peut pas penser deux choses à la fois. Oui, exactement. Notre conscience mentale doit s'orienter vers un objet ou un autre. Oui, exactement. Tout à fait. Et donc ici, pour la cognition inattentive, euh, oui, elle est incapable de dire, mais après, elle peut être totalement inattentive dans le sens où
L'impermanence subtile, par exemple, elle apparaît, mais on est incapable de dire si elle était apparue ou pas. Et c'est pas la même chose que les pages du livre. Les pages du livre, je vous les fais passer très vite devant les yeux. Ça, vous pouvez le dire. Vous pouvez dire, oui, je suis sûr qu'il y a des pages qui sont passées devant mes yeux. Vous ne pouvez pas dire combien. Vous pouvez dire, il y a nécessairement des pages qui sont passées devant mes yeux. Par contre, l'impermanence subtile, c'est impossible à dire. Parce que même si ça apparaît, il n'y a rien du côté de l'objet qui nous fait dire, bah si, il y a l'impermanence subtile qui est apparue à mes yeux, mais mes yeux étaient incapables de dire à quelle vitesse elle allait. Non, ça, c'est impossible. On ne peut pas le dire. Ouais, c'est parce que l'impermanence subtile, c'est un phénomène caché. C'est pour ça. Ouais. Ouais. Ok, très bien, très bien. Ok. Donc, justement, ici, on va revenir aux objets. On distingue de façon générale quatre genres d'objets. L'objet conçu, l'objet d'engagement, l'objet apparent et l'objet appréhendé. Donc, les deux premiers sont équivalents et les deux derniers sont équivalents. On pourrait dire en général, parce que l'objet conçu et l'objet d'engagement, il y a trois possibilités. Ok, je ne vais pas commencer avec ça. Sinon, pour vendredi prochain, je serai carrément tout seul devant l'écran. Prenons l'exemple d'une cognition conceptuelle appréhendant un pot. Le pot est l'objet conçu et l'objet d'engagement de cette cognition. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que vous pensez à un pot, le pot est l'objet d'engagement. C'est ce vers quoi s'engage votre conscience conceptuelle. Ouais, ça joue? Mhm. Ok. Et donc, ce vers quoi s'engage la conscience conceptuelle, c'est une autre façon de parler de l'objet conçu. Ouais, l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle, c'est équivalent à l'objet conçu. Ouais, Mhm. ok, très bien. C'est l'objet que comprend cette cognition. C'est ça qu'on a dit, ouais. C'est aussi l'objet du mode d'appréhension, ouais, Zintankiul, ok? Parce que objet du mode d'appréhension et objet d'engagement sont équivalents. Ça, c'est infaillible. Objet du mode d'appréhension et objet d'engagement sont équivalents. Ouais. Et donc, si on devait reprendre par rapport à objet conçu, il faudrait dire objet d'engagement d'une conscience conceptuelle, objet du mode d'appréhension d'une conscience conceptuelle et objet conçu sont équivalents. Ouais. Parce que si c'est l'objet d'engagement d'une conscience, est-ce que c'est nécessairement son objet conçu? Est-ce que c'est... oh, attends, pardon. Je vais la refaire sans Ah prendre les oui, j'ai dialos. perdu la page aussi. Là, on est à 147, en haut de la page 147. Oh, d'accord. Si on disait, si c'est l'objet d'engagement d'une conscience, est-ce que c'est nécessairement son objet conçu? Ben non, parce que l'objet d'engagement, ça peut être une conscience sensorielle aussi, non? Voilà, exactement. On peut tout à fait parler. Si on ne spécifie pas, ça peut très bien renvoyer à l'objet d'engagement d'une conscience non conceptuelle. Et une conscience non conceptuelle, comme son nom l'indique, n'a nécessairement pas d'objet conçu. Ouais, ça joue? Oui, 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 oui. En fait, conçu, je veux dire, c'est assez clair parce que dans le langage commun, conçu, c'est souvent conceptuel. Donc, enfin, il me semble, Oui, c'est pas quelque chose de sensoriel. C'est exactement. pas Ça veut dire direct. que on pourrait même dire que c'est nécessairement conceptuel. Ouais, conçu, conceptuel. De toute façon, c'est la même racine. Ouais. Ouais. Ok, très bien, très bien. Parfait, parfait. C'est magnifique ça. Ensuite, comme objet apparent et objet appréhendé, on peut poser la généralité de sens de peau. Ouais, quand on pense à peau, l'objet apparent, comme on a dit, c'est nécessairement pas le pot. Oui, c'est un concept. Oui, c'est le concept du pot. Ouais. Et donc l'objet apparent et l'objet appréhendé, c'est pareil. Donc on dira, c'est le concept du pot, c'est l'objet appréhendé de la conscience conceptuelle qui pense à pot, et c'est l'objet apparent de la conscience conceptuelle qui pense à pot. C'est pareil. Objet appréhendé, je pense qu'on pourrait même le mettre de côté, objet appréhendé, parce que c'est juste rajouter un équivalent qui ne sert pas à grand-chose. Mais bon, il peut y avoir des nuances. Ouais. Dans certains textes, ils parlent de certaines nuances entre les deux. C'est pas très grave. Ok, ce qui apparaît de fait à la cognition, une image mentale de l'opposé de non-pot, qui, tout en n'étant pas le pot, semble l'être. Ok. Ok, on a en effet une conscience conceptuelle. Elle a pour objet apparent, quand elle a une généralité de sens, l'opposé de non-pot. Ouais, quand elle pense à Tout ce qui est pot,
Ouais, c'est l'opposé de non-pot. C'est l'image de pot. Ça semble être un pot, mais ce n'est pas un pot. Ouais. C'est pourquoi une conscience conceptuelle est nécessairement erronée. Ouais, vous vous souvenez? On avait vu ça. On avait Mhm. vu Oui, oui. quand vous passez, par exemple, vous regardez le reflet dans le miroir, il y a une erreur dans le reflet. Ouais, ça veut dire que le reflet donne l'impression d'être l'objet lui-même, mais n'est pas cet objet. C'est l'apparence, c'est pas l'objet d'engagement, c'est l'objet apparent. Oui, exactement. Oui, dans notre exemple, hein, c'est un exemple, parce qu'en effet, sinon, en réalité, quand on regarde un reflet dans un miroir, le reflet sera l'objet d'engagement de la conscience visuelle. Ouais. Donc là, si on parle c'est vrai que c'est pourquoi cet exemple n'est pas si, il est limité, il est extrêmement limité cet exemple. Ouais. Mais si on disait, OK, le miroir symbolise notre conscience conceptuelle, ouais, symbolise uniquement, ouais, et le reflet dans le miroir symbolise le concept, ouais, dans ce Mhm. cas-là, oui, ça joue, si on garde bien ça à l'esprit. Ouais, parce qu'en général, ce matin, vous avez regardé un miroir et vous avez regardé un reflet dans un miroir. Les deux étaient l'objet d'engagement de votre de votre conscience visuelle. Ouais. Et là, maintenant, si vous vous souvenez du miroir lui-même et du reflet dans le miroir, les deux continuent d'être les objets d'engagement de votre conscience conceptuelle. Ouais, donc le miroir, il est très utile si on garde bien à l'esprit la symbolique derrière le miroir. Ouais. Mhm. Ok. Si on dit le miroir symbolise notre conscience conceptuelle et le reflet dans le miroir symbolise l'image mentale, dans ce cas-là, si on garde bien ça à l'esprit, tout va bien. Ouais. Ok. Très bien. D'accord. Donc en effet, quand on sait tous que quand on regarde en réalité un miroir, ouais, quand on regarde un reflet dans un miroir, il y a une erreur qui est là parce que le reflet donne l'impression d'être l'objet lui-même, mais n'est pas cet objet. Mhm. Ouais, si vous mettez votre tasse à côté, par exemple, ici, imaginons que la caméra sur l'écran soit comme le miroir. Là, imaginons que l'écran ici soit comme le miroir. Je montre ma tasse devant le miroir. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit? Moi, je vois deux tasses. Vous n'en voyez qu'une parce que vous êtes sur Zoom. Mais moi, Ah, en réalité, je vois deux tasses. Je vois ma vraie tasse et je vois celle qui apparaît dans l'écran. Ouais, dans le miroir, on pourrait dire. OK. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai deux tasses? ben non. Non, il n'y en a qu'une. Exactement. D'où cette erreur. Il y a une erreur qui est là. Ouais. Et donc, quand on pense à notre tasse, c'est la même chose. On a la vraie tasse qui est là et on a le reflet conceptuel de la tasse. Est-ce qu'on D'accord. a deux tasses pour autant? Ben Non, non. il n'y en a toujours qu'une. Sauf que le reflet continue de donner l'apparence d'être la tasse elle-même, même si on n'y croit pas, hein. Je sais très bien que j'ai pas deux tasses tout simplement parce que je montre ma tasse devant l'écran et que ça y est, elle apparaît un double. Non, il y a l'image qu'on voit, puis après l'image qu'on pense voir. Oui, Voilà, c'est ça. exactement. Ouais. Ok. Je sais pas si je vous embrouille plus qu'autre chose. Ok. Mais ce qu'il faut essayer de voir, c'est que en effet, euh, le reflet conceptuel de l'objet ne sera jamais l'objet. Ouais. Il donne l'impression d'être l'objet, mais n'est pas l'objet. Et donc c'est pourquoi il y a cette erreur qui est là. Ouais. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Ok, donc c'est ce qui apparaît de fait à la cognition, une image mentale de l'opposé de non-pot qui, tout en n'étant pas le pot, semble l'être. C'est ça qu'on dit quand on dit qu'on a un concept de tasse. Il semble être la tasse, mais n'est pas la tasse. Exactement comme le reflet sur l'écran. Sur l'écran, il y a une tasse qui apparaît, mais ce n'est pas du tout ma tasse. C'est l'image de ma tasse. Mhm. D'accord. C'est le même principe. Ok, je sais pas pourquoi je fais des diapos, parce que juste l'écran, ça suffit largement pour comprendre tout ça. Très bien, très bien. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Donc, c'est un phénomène permanent qui ne se désintègre pas. Le reflet conceptuel. Ben, le reflet ne se désintègre pas. Voilà, le reflet conceptuel ne se désintègre pas parce que c'est une généralité de sens, c'est un phénomène permanent et selon la règle inviolable des épistémologues Sautrantika, tout ce qui est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle est nécessairement permanent. Ouais.
Et donc, en effet, le concept de la tasse, c'est l'objet apparent à la conscience conceptuelle qui appréhende la tasse, et donc ça doit être permanent. Ouais, ne me demandez pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette règle-là? Parce qu'ils voulaient pas de surajouter de phénomènes réels, des vérités ultimes, etc. Ils voulaient, c'était la parcimonie ontologique de Acharya Dharmakirti. Donc c'est juste pour ça. Ok, très bien. Donc dans le cas d'une pensée qui n'est pas en accord avec les faits, comme celle qui appréhende des cornes de lapin ou des cornes d'un lièvre, on peut aussi poser les quatre. Mais en fait, là, c'est une façon de parler. En réalité, il n'y en a pas quatre. Ouais. Ok, comment compliquer les choses? Il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux, exactement. Tout à fait. On pourrait même dire en réalité, puisque deux sont équivalents, il n'y en a qu'un. Ouais, ok. Très bien. Donc, quand on pense à des cornes de lapin, est-ce qu'il y a des cornes de lapin en réalité? Non. Non, donc il n'y a que le concept de cornes de lapin. Si c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas le référent du concept. Ouais, donc il n'y a que l'objet apparent de la conscience conceptuelle. Il n'y a que le concept lui-même. Ouais, ok. Très bien. Et donc, en effet, on peut aussi poser les quatre, mais seul l'objet apparent et l'objet appréhendé existent de fait. Ouais. Ok. Donc, puisque ici, l'objet apparent et l'objet appréhendé, c'est pareil. Si quelqu'un demande poser l'objet conçu d'une cognition conceptuelle appréhendant des cornes de lièvre, on serait tenté de poser, de donner donc les cornes de lièvre elles-mêmes, ouais, les cornes de lapin, ainsi que pour l'objet d'engagement. Mais c'est faux, bien sûr, on ne peut pas le dire. Parce que essayez de vous souvenir que objet, c'est nécessairement un existant. C'est pour ça que j'ai mis les premières diapos au début. Objet de compréhension, objet de compréhension d'une conscience omnisciente, etc. Tout ça, c'est équivalent. Si c'est un objet, ça doit exister. Ouais. Si ce n'est pas connu par une cognition, si ce n'est pas observé par une cognition valide, ça n'existe pas. Ouais. Donc l'objet d'engagement doit exister. L'objet du mode d'appréhension doit exister, l'objet apparent doit exister, l'objet appréhendé doit exister. Tous ces objets doivent exister parce que ce sont des objets. Ouais, ça joue. Ok. Oui, oui, non, mais ça va, c'est que le temps de l'intégrer. Oui, oui, c'est pas évident. C'est pas évident parce que ces termes-là, on les rencontre pas si souvent en plus. Ok, très bien. Donc, si on disait que la conscience conceptuelle qui pense aux cornes de lapin a un objet d'engagement, qu'est-ce Ça que peut ça pas voudrait être, dire? c'est pas bon parce qu'un objet, c'est obligatoirement un existant et la corne n'est pas un existant. Exactement. Ouais, il n'y a que le simple concept de corne de lapin qui existe. Lui, il existe, tout va bien. Oui, il existe mentalement. Exactement. Ça existe que dans l'imaginaire. Et donc, exister que dans l'imaginaire, ça veut dire ne pas exister. Ouais. C'est ici, bien sûr, que la Rinpoché parle des cornes de lapin, mais si on l'applique à notre ignorance fondamentale, c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Ouais, quand on pense à, imaginons, on s'est embrouillé avec quelqu'un et on pense que cette personne est mauvaise par nature, elle est comme du charbon, il n'y a rien de blanc à l'intérieur, il n'y a rien du tout, tout est noir en cette personne, etc. Est-ce que c'est un objet d'engagement de notre conscience conceptuelle? Mm. Cette personne qui n'a rien de bon, qui n'a que des défauts? Non, non, puisque en fait, c'est une construction de notre esprit, c'est pas vrai. C'est pas Exactement. inexistant, mais pareil pour nous alors. Tout est comme ça alors. Tout est comme ça quand on se saisit comme existant de manière inhérente ou ayant un soi autosuffisant substantiel. La personne inhérente, c'est un non-existent. Ça ne peut pas être l'objet d'engagement de notre conscience conceptuelle. Il n'y a que la pensée, personne inhérente ou personne ayant un soi autosuffisant substantiel, etc. Et il n'y a que cette pensée. Et donc, ça veut dire que cette personne inhérente n'existe que dans l'imaginaire. Et n'exister que dans l'imaginaire, ça veut dire ne pas exister du tout. Mhm. Oui, c'est comme un rêve en fait, hein. Mm. Ouais, exactement. Euh, C'est comme dans un rêve, tout à fait. On est persuadé que ce qui se passe en rêve, c'est la réalité, alors qu'en réalité, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vraie réalité. Ouais, exactement. Donc là, bien sûr, les cornes de lapin, c'est très utile.
à un certain point, mais si on l'applique à notre ignorance fondamentale et à n'importe laquelle de nos afflictions, dès l'instant où on a une affliction, qu'on est dans l'orgueil, dans l'arrogance, dans la jalousie, dans l'attachement obsessionnel, dans l'aversion, etc., on est nécessairement dans un état d'esprit qui est persuadé qu'il y a un objet d'engagement qui est là, alors qu'il n'y en a pas. On ne fait que fabriquer une réalité. Ouais, ça joue. Oui, Ben, oui. oui, oui, c'est l'égocentrisme qui est comme ça. Oui. Oui, l'égocentrisme est aussi une erreur, c'est aussi une cognition fausse. Ouais, c'est de penser qu'on est supérieur aux autres, qu'on compte nous avant les autres, qu'on est la personne la plus importante au monde, etc. Et là, c'est pareil. Moi, en tant que personne la plus importante au monde, c'est un non-existant. Il n'y a qu'un concept. Ce concept est totalement distordu. Il ne renvoie à rien dans la réalité. C'est magnifique, ça, non? C'est clair, mais enfin, si on s'imagine qu'on est seul dans l'univers, admettons, bah, on serait pas utile en fait, hein. Qu'est-ce qu'on ferait tout seul, admettons, dans l'univers, on serait complètement inutile et puis on n'aimerait même plus exister, quoi, hein. Notre existence n'aurait pas de sens. Exactement, ce serait tellement fade parce que on aurait peut-être à la rigueur l'occasion de développer de l'amour, mais uniquement pour soi-même. Ouais, pour une Mais est-ce qu'on personne. ne peut pas vivre que pour soi-même? De toute façon, Exactement. Ouais, c'est ce comme que on dit. est dépendant, donc on est dépendant de beaucoup de choses, hein, puis voilà, ça fonctionne comme ça. Hmm, ouais, exactement. On pourrait être compatissant que pour soi-même. Ouais, ce serait juste pour une personne. Et comme dit Bubble dans Valérian et la Cité des Mille Planètes, est tellement pauvre cet amour qu'on peut calculer. En fait, ça vient de Shakespeare, de Antoine et Cléopâtre. En réalité, c'est Shakespeare qui dit ça, ouais. Qui dit il n'est pas d'amour plus pauvre que cet amour qu'on peut calculer. Et justement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on ne pouvait avoir de l'amour, de la compassion que pour une seule personne, c'est-à-dire nous, ce serait extrêmement fade, extrêmement limité, extrêmement pauvre. Il n'y aurait pas du tout de raison de vivre. Ouais, ok, très Comme bien. quoi, il y a quelque chose quand même qui est fait, le fait qu'on soit là est pour servir, c'est ça. On est dans la servitude, hein, parce que quelque part, on est comme on est dépendant des uns des autres, tout est interdépendant, donc on est dans la servitude sans même le vouloir. Oui, dans la servitude ou dans le service? Ouais, parce que en effet, c'est la même racine. Mais en effet, si on se dit, ok, plutôt que d'être dans la servitude où je suis obligé de servir les autres, plutôt se dire, je suis dans le service, j'ai envie de servir les autres. Ouais, je veux servir les autres. Ouais, là, c'est autre Oui, chose. Ouais, c'est ouais, pas pareil, oui. exactement, ouais, tout à fait. Ok, très bien, très bien. Donc, si en effet, si on l'applique à la voix, au lamrim, etc., là, on se dit, mais l'oryx, c'est juste magnifique. On se demande pourquoi il n'y a que deux personnes qui viennent le matin. Si on se disait finalement, on peut appliquer ça au lamrim, à la vacuité, au madhyamaka, etc., etc., et on doit l'appliquer de toute façon. C'est la vocation de ces études-là, c'est de l'appliquer ensuite au madhyamaka, au lamrim, au tantra, etc. Si on voit la perspective, on se dit, ah, mais ça, c'est super, je suis vraiment content de me lever à 7h30 du mat. C'est pour me motiver moi que je dis ça. Ok, très bien. Non, mais c'est très bien. Moi, connaître l'esprit, c'est vrai que c'est très intéressant. Moi. C'est parce que des cours comme ça sur les cognitions, c'est pas tellement courant, hein. Oui, exactement. C'est pas courant parce que souvent on se dit, ah, c'est de la prise de tête, c'est très compliqué, il y a du vocabulaire. C'est C'est vrai, vrai, oui. mais il faut pas oublier la perspective qu'il y a derrière tout ça. C'est pas se prendre le chou pour se prendre le chou, c'est d'essayer de se dépatouiller pour essayer de comprendre nos propres états d'esprit. Ouais, quand on est dans une affliction, n'importe laquelle, ouais, se dire, mais est-ce qu'en réalité, il y a une personne vis-à-vis de laquelle je suis obsédé?
ou une personne vis-à-vis de laquelle je suis dans l'aversion, ou une personne vis-à-vis de laquelle je suis dans la jalousie, dans l'orgueil, etc. Y a-t-il un référent, un objet d'engagement ou un objet de compréhension de ma cognition qui est affligé? Non, pas du tout. C'est ça qui est magnifique. C'est exactement ce que disait Ottavio Rinpoche jeudi dernier quand il parlait de cette définition de objet, le Rikparjawa. Quand il dit, par exemple, quand on a une cognition fausse qui pense à corne de lapin, ok, ça on peut le comprendre facilement. Mais quand on est dans une affliction et qu'on est persuadé que l'autre est un malsain de son propre côté ou génial de son propre côté, etc., on est dans une cognition fausse. Et en fait, il n'y a pas de référent à notre cognition. Exactement comme quand on pense à une corne de lapin. C'est exactement le même principe. Donc là, corne de lapin, c'est plus facile à comprendre, mais idéalement, c'est de l'appliquer quand même à nos états d'esprit au quotidien. Ouais. Ok, très bien, très bien. Eh ben, c'est génial, ça. C'est génial. Il nous reste 4 minutes. Ok. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ça ou est-ce qu'on peut continuer un peu? C'est comme vous voulez. Non, ça va? Ok, très bien, très bien. Très bien. Donc, en effet, quand on pense à corne de lapin, l'objet d'engagement n'existe pas. Ouais, il n'y a pas d'objet d'engagement ou d'objet de compréhension ou d'objet du mode d'appréhension. Ça n'existe pas. Ouais. Par contre, il y a un objet apparent. Ouais. Un objet appréhendé. Ça va être le concept de corne de lapin. Mais comme on l'a déjà dit, le concept de corne de lapin n'est pas une corne de lapin. Le concept de tasse n'est pas une tasse, etc., etc. Ouais. Ok. Par contre, l'objet apparent et l'objet appréhendé d'une telle cognition existent bien, car on peut poser pour chacun la généralité de sens de corne de lapin. Ouais, il y a bien une généralité de sens, mais cette généralité de sens ne correspond pas à la réalité. D'ailleurs, c'est ce que dit la Rinpoche pour une cognition non factuelle, ouais, une cognition conceptuelle fausse, ouais, qui n'est pas en accord avec la réalité. Eh ben, il n'y a que l'objet apparent, hein, on pourrait dire, ou l'objet appréhendé, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Parfait, c'est magnifique ça. C'est magnifique. Après, on peut dire que là, il n'en parle pas, mais il y a un autre type d'objet, l'objet d'observation. Ah oui. L'objet d'observation. Ouais, même pour une conscience conceptuelle fausse, une cognition fausse conceptuelle, il y a un objet d'observation. Quand on pense à corne de lapin, c'est qu'on a déjà observé des lapins, on a déjà observé des cornes. Ouais. Et donc, c'est pourquoi le lapin peut si par exemple, au loin, vous voyez un lapin avec les oreilles dressées, et donc vous vous dites, tiens, ce lapin a des cornes, et donc c'est une cognition fausse conceptuelle, mais son objet d'observation sera bien le lapin. Ouais. Ok, donc l'objet d'observation est très important parce que pour l'ignorance fondamentale, eh ben, il faut bien qu'il y ait un objet d'observation. Quand on est persuadé qu'on existe de manière inhérente, de son propre côté, ou de manière autosuffisante et substantielle, etc., il faut bien que la personne elle-même existe pour être saisie à tort comme existant de manière inhérente. Ça veut dire qu'au départ, dans tout objet faux, il faut qu'il y ait une base qui existe, mais qui a été détournée, en fait. Oui, exactement. Exactement. Exactement comme pour le Et serpent. alors, Oui. pardon, et les scientifiques qui pensent, qui créent des nouvelles choses, comment ils font, et puisqu'ils n'ont pas cet objet d'observation, il faut qu'ils créent quelque chose dans leur, comment dire, dans leur esprit pour arriver à quelque chose. Donc, ils partent pas de rien, parce qu'ils ont plein de connaissances, mais Oui. il faut quand même qu'il y ait une idée qui survienne d'un seul coup. Oui. Et Il faut cette idée doit nécessairement reposer sur du constat de toute façon. N'importe quelle idée, n'importe quel truc imaginatif, ouais. on peut imaginer des choses magnifiques, extrêmement grandioses, etc. C'est toujours sur la base de ce qu'on a déjà vu, entendu, lu, etc., etc. Ouais. C'est-à-dire que bah, si vous visualisez un magnifique, imaginons qu'on visualise le nouvel Harry Potter, le prochain Harry Potter et qu'on visualise toute une histoire, etc. C'est parce qu'on a déjà vu des êtres humains, on a déjà vu des, euh, des paysages, etc., etc. Et après, on refabrique tout ça, notre conscience conceptuelle refabrique tout ça à partir de ce qui a déjà été perçu. Ça, Les- c'est que pour les inexistants, c'est aussi pour les existants. Même Et pour c'est les existants. existant, voilà. Ouais. Donc, tu as une fleur que tu vois, mais au départ, c'est parce que tu as déjà observé des fleurs, en fait. Oui, exactement. Plus ton catalogue d'observation, d'objets d'observation est important, plus tu
tu as accès à un nombre de choses importantes, en fait, que ce soit des existants ou pas. Oui, tout à fait. Parce que l'objet d'observation, c'est ça, la base minimale et suffisante pour qu'ensuite on puisse avoir des consciences conceptuelles. Et donc, il faut la conscience conceptuelle, euh, c'est même flagrant pour la conscience inférentielle, parce que dans l'inférence en tibétain, pas, support pas. Ça veut dire qui suit. Qui suit quoi? Qui suit une perception directe. C'est-à-dire qu'on doit nécessairement faire une déduction logique ou une inférence, etc., sur la base d'abord d'un constat valide, direct. Ouais, ça veut dire que n'importe quelle conscience conceptuelle doit de toute façon euh, avoir pour support quelque chose qui est perçu directement. Mais que ce soit une cognition conceptuelle fausse ou valide, hein. Par exemple, quand on est persuadé de voir un serpent en lieu et place d'une corde enroulée sur elle-même, il faut qu'il y ait une corde qui soit là. Ouais, si on est persuadé qu'on existe de manière inhérente, etc., il faut d'abord qu'on existe. Pour se voir soi-même, se persuader qu'on existe de manière inhérente, il faut d'abord qu'on existe là. Ouais, c'est comme quand vous êtes devant un miroir déformant. Il faut que vous soyez là pour vous placer devant le miroir déformant. Sinon, il n'y aura pas de reflet déformé de vous. Donc, il faut déjà qu'il y ait un objet d'observation qui existe là. Et pour les consciences valides, les cognitions conceptuelles valides ou simplement factuellement concordantes, même si elles ne sont pas valides, c'est le même principe. On a des pensées qui se forment dans notre conscience sur la base de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on goûte, etc., etc. Ouais. Mhm. Ok, En fait, magnifique. Oui, ça dépend de notre esprit, en fait, hein, la capacité de notre esprit. Et puis, il y a les voiles aussi qui viennent masquer tout ça. oui, On n'a pas toujours accès euh, à la réalité, quoi, hein. exactement. Exactement. On pourrait dire que pour la réalité, alors ça dépend de pour quelle école, mais si on parle pour les Sootrantika, ils vont dire que la réalité, c'est les impermanents. Mais Mhm. même les impermanents, on n'y a pas toujours accès. Et comme l'impermanence subtile d'une tasse, même si elle nous apparaît, notre propre impermanence subtile nous apparaît et pourtant on ne la réalise pas. Ouais, donc en effet, c'est parce qu'on a un type de voile qui est là. Et pour les autres écoles, comme le Madhyamaka, etc., ils vont dire oui, en effet, il y a une réalité plus profonde, la vacuité, et les phénomènes nous apparaissent, et nous-mêmes, nous nous apparaissons à l'opposé de notre façon d'exister. Ouais, donc là, c'est encore plus voilé d'une certaine manière. Ouais. C'est pas que, en effet, euh, que notre conscience n'est pas simplement capable de réaliser l'impermanence subtile, c'est que l'impermanence subtile, elle apparaît de toute façon. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu moins incorrect. Par contre, pour le Madhyamaka, pour le Prasangika en particulier, l'existence inhérente, euh, il y a l'apparence d'existence inhérente alors qu'on est totalement dénué d'existence inhérente. Donc, il y a une apparence opposée à la réalité. Pour l'impermanence subtile, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une certaine stabilité qui semble apparaître. Ouais. C'est que le moment actuel de la tasse est très similaire à la tasse d'il y a 5 minutes. Et donc, c'est pourquoi on a l'impression que c'est la même tasse, qu'elle n'a pas changé. Alors, c'est la même tasse, c'est le même continuum de la tasse, mais ce n'est plus exactement la même tasse. Elle a vieilli de 5 minutes, de 10 minutes, etc. Ouais. Donc, il y a quand même une certaine apparence distordue de ce point de vue-là. Mais la tasse continue de toute façon d'apparaître comme si elle était impermanente. Mhm. Enfin, son impermanence apparaît, mais les moments successifs de la tasse sont tellement similaires elle donne l'impression d'être la même. C'est un petit peu comme ça qu'on pourrait le formuler. Ouais. Ok. Alors que pour l'apparence d'existence inhérente, les objets n'y peuvent rien, hein. C'est pas dans leur nature, hein. C'est à cause de notre voile cognitif, hein, qu'il y a ce filtre qui est placé sur les objets. Ouais. Ok. Mhm. Ok, oulala, on a été très loin aujourd'hui. Et donc, s'il y a du monde ce soir à 20 h pour la suite des débats, on va reprendre vraiment, comme on a fait la dernière fois, les bases, vraiment les bases. On va pas entrer tout de suite dans les syllogismes, etc. On va reprendre un petit peu la comparaison des phénomènes, etc. Et ben, c'était un immense plaisir. Merci à vous de vous être. Merci. Voilà, Merci merci. d'être là, hein. Merci, avec grand Merci. plaisir. Excellente journée. Voilà. Et Merci bon beaucoup. café. Au revoir. Oui, à vous aussi. Ciao. Voilà.